Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Dr Alain-Dominique Zoubga, médecin à la retraite et président de l'autre Burkina PSR, Parti pour le socialisme et la refondation. Bonsoir, Monsieur Zoubga. Bonsoir, Monsieur Emmanuel. Et merci pour votre disponibilité. Monsieur Zoubga, vous avez fait votre école primaire à Poix, dans le Boulkemdé, de 1959 à 1965. Vos études secondaires au lycée Philippe Zenda Kaboré, 65-72, des études sanctionnées par un baccalauréat série C, avant d'entamer des études de médecine. Alors, à ce niveau, M. Zoubga, on s'arrête déjà. Expliquez-nous ce parcours scolaire et universitaire. D'abord, le choix de la série C au secondaire. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette série et pas dans une autre? D'abord, je voudrais vous dire merci à vous, M. Emmanuel. C'est une belle occasion. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de soi. D'abord, l'école primaire publique de Poix, que de beaux souvenirs. C'était l'époque où toute la bagarre, entre guillemets, c'est être premier ou deuxième. Quand vous êtes troisième, quatrième, ça ne marche pas. Et je suis heureux d'avoir fait ce parcours-là, notamment à Poix. Je crois qu'une seule fois, quelqu'un m'a battu en classe jusqu'à ce que je quitte l'école. Vous étiez toujours premier? Toujours premier. Mais j'étais heureux. Et puis bon, il y avait de l'ambiance. Mais déjà, même pour aller à l'école, c'était pas facile parce que si j'allais 2-3 fois pour m'inscrire au niveau du secrétaire de canton, à l'époque c'est comme ça, et 2-3 fois on m'a rejeté. Il a fallu forcer pour se retrouver maintenant à l'école de Poix. En 1959. Voilà. Je me retrouve donc... J'avais mon certificat d'études primaires en 1964, au CM1. Mais j'ai attendu quand même le CM2 pour aller au lycée Zenda, le lycée Zenda, le grand Zenda. Le noble Zenda. Le noble Zenda, le lycée Philippe Zenda Kaboré. Nous avions commencé par une série littéraire. Nous étions nombreux, je peux citer qui? Le regretté Youssouf Ouedraogo, Kadri Désiré Ouedraogo, Kaboré Désiré Feu, paix à son âme, on était nombreux, bon, voilà. Et nous étions dans une série littéraire avec les langues comme l'allemand, le latin. Et puis, bon, on s'est rendu compte que là-bas, bon, français, vous avez 14, 15, on dit que c'est bien. Mais la série, si vous avez 18, vous êtes parti. Donc, on a pratiquement basculé. Tous dans les séries vers la série C. Et là-bas, bon, vous avez 18 en maths, 20 en maths, vous êtes pratiquement sûr de passer. Et nous avons aimé, on était très bien. Vous obtenez le bac donc au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré et on vous retrouve en médecine. Pourquoi la médecine également comme choix pour les études supérieures? En réalité, j'avais choisi de faire l'école des mines d'Alès en France. Mais ça traînait, l'inscription ça traînait, et puis bon, M. Toué, qui était le patron du service de bourse, m'a appelé pour dire, bon, il y a l'école de médecine de Dakar, qu'est-ce que tu veux? Moi, finalement, j'ai dit, oui, je vais aller faire la médecine. C'est comme ça que je suis allé à Dakar. Donc c'était un choix par défaut, sinon la blouse blanche ne vous fascinait pas particulièrement? Non, en fait, bon, j'aimais la médecine, c'est vrai. Bon, mais m'avait orienté au niveau des mines, et puis je me sentais bien là-bas. Un matheux, c'est là, il était à l'aise. Si j'allais faire la médecine de Dakar, et c'est là que j'ai commencé à transpirer. Pendant l'année de médecine, échec, je redouble. Mais après, c'est terminé. Il faut aller jusqu'au bout. Je suis sorti sans problème. J'ai même rattrapé les gens qui m'avaient dépassé. Et puis, bon, j'ai fait ma thèse en 1979. 1919. Pourquoi vous avez redoublé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez dépaysé? Je me souviens bien, j'ai redoublé à cause d'1,5 point. Bon, mais c'est comme ça. Hein. D'abord, nous étions, en première année, nous étions près de 600. Et bon, ceux qui sont passés, hein, je ne suis pas ceux qui valaient 80. Hein. Donc, vous voyez, tout ce monde-là. Et chaque année, il y a encore... C'était très sélectif. Très sélectif. Très sélectif. Mais il y avait l'ambiance. Le matin, quand vous levez, vous organisez. Il y a un qui va parmi les premiers, qui s'assoit devant, qui prend votre place. Et puis, vous vous retrouvez après pour prendre les cours. Il y a du monde. Vous ne voyez même pas le tableau, c'est très loin. Et puis, le professeur, il s'en fout. Il vous dit, oh, ne vous en faites pas. Il y aura peut-être ces 15% qui vont passer. Ça te décourage, mais ça te pousse à travailler. Mais est-ce que, disons-le ainsi, est-ce que en forgeant, vous êtes devenu forgeron, est-ce qu'au fil du temps, vous avez commencé à aimer vraiment la médecine? Non, parce qu'au départ, c'était les mines. Non, dès que je me suis inscrit en fac de médecine, la médecine, j'ai aimé. J'ai aimé et je dois dire que
Il y a d'abord ma thèse qui a été une thèse particulière. J'étais responsable des étudiants burkinabés voltaïques à Dakar. Ma thèse, la salle s'était pleine. Et puis, derrière, me poussait. J'ai fait une thèse sur problème de santé en Haute-Volta. À Haute-Volta. Voilà. Et ce que j'ai écrit à l'intérieur, le professeur dit, mais monsieur Zubouga, ce que vous dites là, c'est exagéré, c'est dur, c'est sévère. Il y a un qui m'a dit, mais monsieur Zubouga, au Sénégal, c'est la même chose. J'ai levé la main pour dire, mais monsieur, vous savez, si j'avais écrit sur le Sénégal, ce serait pire, parce que là-bas, c'est la catastrophe. Bon, ils se sont dit, mais ce gars-là, il est bizarre. Ouais. En tout cas, 80, donc vous l'avez dit, 79, vous obtenez votre doctorat d'État en médecine Ouais. dans cette faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Dakar. Retour au pays, Retour au le pays, jeune ouais. médecin de l'époque, médecin-chef adjoint à la direction départementale de la santé du centre La Tripano, comme à on dit. Ouagadougou, avant ensuite d'être affecté à Yako comme médecin-chef. C'est vrai. Puis arrive la Révolution. Oui, Vous êtes nommé secrétaire général du ministère de la Santé. exactement. Alors, avant d'en venir à ces aspects politiques liés à votre engagement, ce qu'on retient de cette époque, ce sont cette grande opération de vaccination commando sous la Révolution, dont on continue de parler peut-être jusqu'aujourd'hui. Comment est née cette initiative à cette époque-là? Il faut dire que bon, j'étais secrétaire général du ministère, mais j'avais des partenaires merveilleux. Le docteur Soube Mathias, qui était un homme de terrain. Et puis mon ministre Abdou Salam Kabouré, qui dans sa tête, c'est la révolution. À trois, on a imaginé beaucoup de choses. Et je me souviens, on m'avait dit qu'il faut aller voir le président Sankara et puis échanger. Quand j'ai échangé, le président Sankara nous a dit bon, allez-y, je vous donne mon soutien. Vaccination commando, ça a été une belle opération. Nous sommes allés voir l'OMS. Au début, ils ont dit oh, votre affaire là, c'est pas bien. La révolution a continué, persévéré. Ils ont fini par dire ok, on vous soutient. Ils ont même envoyé une équipe pour nous féliciter. Nous avons été décorés, tout. Donc, une belle opération qui a réussi. Nous sommes allés en Colombie. Mathias, par exemple, a fait des voyages en Colombie et dans d'autres pays, au Chili, pour voir ce qui se passe là-bas. Et nous avons fait l'opération vaccination commando. Mais c'est un nom qui fait peur, vaccination commando. On a mis commando parce que c'est normal. Hein. À l'époque, effectivement, c'était des commandos. C'est-à-dire c'est une vaccination rapide, mais quand même efficace. Voilà. Et c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vacciner le maximum possible d'enfants contre un certain nombre de maladies, la polio, la rougeole, tout. Et on a vacciné vraiment un nombre très très important à l'époque. Ça marchait. Avec les antigènes qu'on mettait ensemble et on a fait du travail. L'objectif a été atteint? Ah Est-ce oui. que vous pensez Ah que oui. ça a inversé la tendance des épidémies à cette époque? Ça a joué, c'est pas pour rien. L'OMS était obligé de nous féliciter et de faire de ça quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Est-ce que c'était une vaccination forcée? Non, pas du tout. De toute façon, sous la Révolution, vous savez, il y avait une certaine ambiance. On ne forçait pas les gens, mais ils étaient heureux d'y être. Bien sûr que nous avions des réactionnaires qui nous combattaient, qui disaient ah, votre affaire, elle n'est pas bien. Comme le MS, par exemple. Les ennemis du peuple. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'étaient pas heureux avec nous. Hein. Parce que dans un commando, un village, un PSP, ça, tout ça. Un village, un PSP, ça c'est-à-dire les cases de santé là qu'on a construit. Là, l'idée vient quand même de moi. Yako, j'étais avec un médecin blanc, Gourier, et avec, il avait un système de caisse. On se baladait dans les maisons, on a transformé ça en case, et puis Salam, avec tout ce qu'il a comme dans la tête, il m'a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On a discuté, il est parti voir le président Sankara qui a dit, allez-y, je vous soutiens, et on a fait un village, un PSP, poste de santé primaire. Ça aussi, c'était une belle réussite. C'était un succès. Ouais. En tout cas, votre carrière professionnelle, M. Zubouga, est difficile à dissocier de votre parcours et de votre engagement politique. Un engagement depuis les bancs, depuis Poix, ensuite le noble Zenda, ensuite donc président de l'association des scolaires voltaïques de Dakar, 74-79. D'abord, quel est le fondement de cet engagement-là? D'abord, la personne qui m'a beaucoup influencé, je peux dire c'est mon mentor, c'est Walien Nongwa Jean-Baptiste. Il est encore vivant, c'était nos aînés, il venait à l'école de Poix, il faisait ses vacances. Et puis bon, je le vois discuter avec les enseignants, mon maître, mon directeur, et puis bon, il leur parlait comme... On a dit, mais ce gars-là, il est culotté, hein, il ose. Donc c'est lui qui m'a influencé. Ensuite, au lycée Zenda, j'ai eu un ami avec qui j'ai cheminé, Valère Sommet. Et il avait une année d'avance sur moi, mais avec lui, on a fait beaucoup de choses avec. Et j'ai continué ma carrière là, en lien avec Valère Sommet jusqu'à sa mort. Ouais.
Ce sont mes mentors, plus ou moins. Quel est l'idéal qui guidait cet engagement? Bon, il faut dire qu'à l'époque, à notre époque, c'était pas, on n'a pas un idéal bien construit comme ça. L'idéal, c'était de quoi? On refusait tout ce qui n'était pas juste. Le refus de l'injustice, ça c'est vrai. C'est après qu'on a parlé de socialisme, de communisme, de révolution. Mais c'était en fait l'idéal, c'était la révolution, le changement révolutionnaire. Ça, on l'avait dans la tête. Le changement radical. Radical, c'est trop dire. La révolution, ce n'est pas forcément le radicalisme. La révolution, c'est un changement qualitatif. C'est-à-dire vous passez d'une situation à une autre avec quelque chose de plus. C'est ça la révolution. En tout cas, membre fondateur de l'Union des luttes communistes, ULC, avec bien sûr Feu Valère Sommet, vous l'avez dit tantôt, qui deviendra ensuite l'ULCR, l'Union des luttes communistes reconstruite. Vous avez œuvré notamment à l'avènement de la RDP, la Révolution démocratique et populaire. Vous avez été de cette lutte pour la libération, par exemple, de Thomas Sankara, le premier ministre à l'époque. Oui. Je dois dire que nous avions grouillé dans les petites cellules pour mettre fin à tout ce qui se faisait contre le président Sankara, contre Blaise Compaoré, contre tout ce groupe-là. Je me souviens, la veille, le 4 août, moi je suis venu de Yakou avec ma Peugeot bâchée. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Et il y avait des médicaments dans la Peugeot bâchée. Arrivé, on a mis de côté les médicaments et on a mis les armes. J'ai ramené ça là-bas en disant, mais si l'action échouait, il faut que les camarades, zone par zone, se défendent. Voilà, mais après j'ai ramené les armes. Mais vous étiez convaincu? Très convaincu. Très convaincu. On y croyait. On ne pouvait même pas imaginer qu'il y aurait des obstacles, hein, même si sur le plan théorique on voyait ça. Mais on était convaincus. Parce qu'à l'époque, quand même, le président Jean-Baptiste Ouédraogo était là. Vous savez, Jean-Baptiste, au début, il s'est opposé, mais par la suite, il n'a pas vraiment manifesté une haine particulière, hein, parce que c'était plus fort que lui. Ouais. Même aujourd'hui, lui et moi, on parle. C'est un aîné. Vous ne lui en voulez pas après la sortie de sa part de vérité? Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut le taper. Ce n'est pas vrai. C'est son point de vue que je peux ne pas partager. Mais il a donné un point de vue, mais nous pouvons argumenter pour démontrer qu'il a tort. Mais ceux qui disent qu'il faut le brûler, c'est comme... Non, ça, je ne suis pas de ce groupe-là. Jean-Baptiste et moi, quand on se voit, on bavarde beaucoup. Je vais parfois sur lui. Voilà. Mais je ne partage pas tout ce qu'il a dit. Il y a des aspects qui sont justes, il ne faut pas se faire des illusions. Tout ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais pour l'essentiel, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il estime que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Mais c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Mais après les événements de 30-31, qu'est-ce qui a écrit l'histoire? Qu'est-ce qui a écrit l'histoire? Vous parlez de 30-31 octobre, l'insurrection. Oui, qui a écrit l'histoire? C'est eux qui continuent d'écrire l'histoire. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et ils ont été favorisés par les patrons de l'insurrection à l'époque. Mais même mon beau, comment ça s'appelle encore, Zida, il a épousé une de mes petites sœurs du village. Il a dit, c'est eux qui ont travaillé pour mettre en place ce régime. C'est la victoire des vainqueurs. Donc c'est les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire. Ah oui, ça c'est clair. En tout cas, en 1983, après l'avènement de la Révolution, vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé, je l'avais déjà dit. Oui. Membre du CNR, Oui. Le Conseil national de la Révolution au titre de l'ULCR. 1986, donc 3 ans plus tard, vous êtes démis de vos fonctions et nommé directeur provincial de la santé du centre. Alors que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une divergence avec mon ami le plus proche, Valère Sommet. Et ces divergences se sont retrouvées devant Thomas Sankara qui a pris position contre moi. Voilà. Mais il n'y a pas de subjectivisme. Mais en réalité, je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé. On m'a enlevé, on m'a dit oui. Qu'est-ce qui vous divisait avec votre ami Valère Sommet? La suite a montré qu'il y a une division. Puisque par la suite, vous avez vu, nous avons créé l'ULC La Flamme. Ça sentait déjà des divisions entre deux tendances. Est-ce que c'était des positionnements idéologiques ou est-ce que... C'est surtout des questions de management de l'organisation. Idéologiquement, je ne pense pas qu'on avait de grosses divergences. Mais pour le management, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais membre du CNR, mais à un certain moment, je ne participais à aucune réunion du CNR. Mais il y a 2 de mes jeunes camarades qui sont rentrés de Dakar, Émile Paré et Jean-Chou Sawadro Isaac, qui ont constaté ça. Qui se renseigné, on leur a dit non, c'est un ancien camarade. Donc j'étais mis dans la périphérie. Mais idéologiquement. Non, c'est-à-dire que bon, mais on faisait les réunions, tu avais l'impression que tu es là-bas, mais tu n'as pas les informations comme il fallait. Peut-être qu'on avait peur de vous.
Je ne sais pas si on a peur de moi. Ce qui est sûr, on me trouvait quelqu'un de pas très facile à contrôler. La suite, l'histoire, vous verrez, jusqu'à Blaise Compaoré, ça m'a poursuivi, ça m'a fait du mal. Difficile à contrôler. En tout cas, vous êtes démis, nommé donc directeur provincial, de secrétaire général du ministère directeur provincial. C'était une sorte d'humiliation. Il n'y a pas que ça. Je devais aller à Dano ou à Dissine. Ensuite, on m'a dit, Ouayugia, c'est un ami qui était à l'OMS, qui était à l'UNICEF, à Dotiedi, qui est parti voir Sankara pour dire, ne faites pas ça quand même à mon ami. Et finalement, on a dit, bon, on le garde à Ouagadougou, à l'élection provinciale. C'était pire que ça. Et ils ont pris la décision de m'enlever. C'était à l'occasion d'une cérémonie à l'hôpital Sanou Sourou de Boubou de Lasso. Il y avait Valère, il y avait Thomas Sankara, il y avait, comment s'appelle encore, Madame Azara Bamba, qui était mise à l'époque. Donc mon sort était jeté. Il y a quelqu'un qui m'a défendu, et je le remercie encore aujourd'hui, Thomas Sanou, qui était haut commissaire. Oui, il est à la décision, vous enlevez lui là. C'est quand même un des éléments les plus sûrs de notre mouvement. On m'a enlevé quand même. Et c'est comme ça qu'on vous a enlevé. Avec d'autres camarades, vous créez, vous l'avez dit, ouais. l'ULC La Flamme. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à l'époque là à la Révolution? Est-ce que vous aviez maintenant des griefs contre la Révolution? Oui, on avait des problèmes. On avait des problèmes parce que nous avions, le premier élément que nous avions, sur le plan politique, nous avions senti une sorte de spontanéisme. C'est-à-dire que tout venait comme ça. En fait, rien n'est préparé, oui, c'est de l'improvisation. Improviser, c'est trop dire, mais il y avait une sorte de spontanéisme. Ensuite, une tendance à la militarisation du pouvoir avec les anciens du PMK, tout. Bon. Donc, ce sont ces éléments-là. Bien sûr que ce n'était pas suffisant pour créer des grabuges, parce que nous n'avions pas quitté la révolution. Il y a eu la division au sein du mouvement LC, mais nous sommes allés rencontrer Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Ali Zango. On leur a dit, bon, nous préparons à quitter, nous avons créé notre parti. Ali Zango nous a dit ce jour-là, mais si vous vous affaiblissez entre vous là, en même temps vous affaiblissez la révolution. Il avait effectivement raison. Mais nous étions toujours dans la révolution. Mais est-ce que vous aviez le sentiment que la révolution allait à la dérive? Bon, à l'époque, bon, on avait plutôt le sentiment qu'il y avait une sorte de spontanéisme qui risquait effectivement de nous amener dans une direction qui n'était pas la bonne. Mais nous n'avions pas encore pensé que la révolution... Parce qu'en 1986, déjà, il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Même, oui, non, mais nous ne pensions pas qu'on qu'on en serait là, honnêtement. D'autant plus que si vous regardez à l'époque, l'équipe était la même. Laisse comparer à Zango, c'était la même. Il n'y avait pas de débat à l'époque. En tout cas, 15 octobre 87, fin de la Révolution, une fin tragique. Comment vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, j'étais à la Tripano, comme médecin. Et puis, bon, quand la situation s'est dégradée, mon ami à DTV m'a appelé pour dire, mais tu es un lieu sûr. J'ai dit, ah, moi je suis à la Tripano, je ne peux pas quitter mon bureau. Tard, jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai fait le tour, aller d'abord me cacher chez Moïse Traoré. De chez Moïse Traoré, d'après, j'ai continué chez moi à Larley. Je l'ai vécu difficilement, parce qu'il fallait d'abord comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que par la suite, mais nous avions, à l'époque là, eu à discuter terriblement avec les nouvelles autorités. On s'est dit, il faut sauver la révolution. Si peut-être on se met de côté, peut-être qu'on risquerait finalement de faire chuter carrément la révolution. Bien entendu, un de mes amis disait, ça c'est Étienne Traoré qui disait que nous étions sur le même lit, mais nous n'avions pas les mêmes rêves. Nous avions l'impression que nous voulions sauver la révolution, mais ce n'était pas certain que tous ceux qui étaient avec nous à l'époque là voulaient sauver la révolution. Est-ce que vous qui étiez, je le dirais, un peu marginalisé, est-ce que vous n'avez pas un peu applaudi? Peut-être quand la révolution s'est arrêtée, l'avènement du Front populaire. Bien au contraire, on souffrait parce qu'on s'est dit que la division, en tout cas moi je souffrais, la division ne serait pas quelque chose de très très positif pour nous, ça c'est sûr. Mais on savait que les problèmes allaient survenir. Mieux, quand nous avons échangé avec les premiers responsables, bon, on a compris que eux-mêmes, j'étais pas content des divisions qu'il y avait au sein de l'ULC et ailleurs, par-ci, par-là, mais ça a eu des conséquences. Puisque le groupe s'est cassé en deux. Chaque fraction avait son camp. Voilà les conséquences. En tout cas, vous êtes désigné membre du Front populaire et vous faites partie du premier gouvernement
donc, du Front populaire 1989. Vous êtes notamment ministre de la Santé et de l'Action sociale. Une expérience, je dirais, de courte durée. Là encore, vous êtes démis de vos fonctions et affecté au dispensaire de Samandé. La pomme de discorde, c'est donc la création de ce grand parti de gauche, le PMT, nouvellement créé. Donc, vous vous engagez dans le parti et quelques jours après, vous démissionnez. Qu'est-ce qui s'est passé là également? Il y a eu 2 points de discorde. Le premier point, qui semble être le plus important, c'est l'ouverture démocratique. Nous avions dit que non. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait d'autres fractions, d'autres tendances qui s'organisent, mais nous voulons que notre tendance, dans notre fraction, notre regroupement, soit le porte-drapeau de la révolution et que nous n'ayons aux élections avec une vision révolutionnaire. Bon, ça n'a pas marché. Donc, on était en contradiction flagrante avec les premiers responsables du pouvoir à l'époque. Plus le PMT, où, sur le plan de la création, il y a eu des divisions. En fait, une bataille entre nous, ILC, et puis l'UCB, de Oumarou Clément Ouedraogo. Voilà. Je vais vous donner un exemple en termes de valeur. À l'époque, l'ULC avait 13 hauts commissaires et puis 11 ministres. Nous étions la force la plus importante. Mais ils ont trouvé les moyens de nous taper. Ils ont réussi, ça c'est clair. L'ULC s'est retrouvé face à l'UCB. Malheureusement, nous nous sommes bagarrés. Bon, les militaires, finalement, ont fini par avoir notre poids, nous tous. Voilà. Mais le DPMT, au début, vous étiez oui, partant. Au niveau de l'UDP, non, le DPMT, on était d'accord. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La première rencontre, on me met dans une cellule dirigée par un garçon de salle du ministère de la Santé pour me gérer. Un garçon de salle. C'était exprès. J'ai dit, bon. Vous dirigez un médecin. Ouais. Et puis j'étais son ministre. Il me connaît bien. J'ai dit, un garçon de salle qui n'avait aucun niveau. Mais on a fait exprès. Et je sais qui a fait ça. Mais c'est qui? Mais non, c'est Oumarou Clément Ouedraogo, père à son âme. C'était des batailles de chefs, de positionnement par-ci par-là. Bon, nous on a dit, si c'est comme ça, un de mes éléments, Émile Paré, on l'a affecté vite à Gawa. Arrivé là-bas, on l'a mis dans un coin où il était coupé des infirmiers qui voulaient donner des ordres. Bon, donc c'était un peu de l'humiliation. Mais nous n'avons pas les moyens de faire la bagarre. On a dit, bon, on va se retirer et puis nous organiser. Donc vous êtes démis de votre fonction donc après cela. Ouais. Et vous créez le Parti pour le progrès social. Le PPS. Voilà, vous êtes affecté à Ouaïguia. Vous préférez, à l'époque, on a l'impression être donc plutôt la tête d'une souris que la queue d'un éléphant. Non, voilà ce qui se passe. D'abord, mon départ des choses du gouvernement, effectivement, j'étais démis de ma fonction quand j'étais ministre de la Santé. Et je me souviens bien, le matin, j'étais en train de prendre mon petit café et j'entends un communiqué du Front populaire. En ce temps, on a dit, bon, le docteur Alain Zouroua, ministre de la Santé, est démis de ses fonctions. Bon, donc c'était vite, ça sentait le roussin. Mais en réalité, ça paraissait bizarre, parce que c'est moi qui présidais à l'époque la coordination des partis du Front populaire. On ne peut pas faire une réunion pour me démettre, parce que ce n'est pas là. Et en même temps, on a dit, article 100, bon, la coordination, son fonctionnement est bloqué jusqu'à nouvel ordre. Je ne peux même pas convoquer. Donc j'ai senti que c'était maintenant, on a tapé quoi. On a quitté et le PPS était créé dans un contexte difficile. C'est vrai que nous n'avions pas les moyens de nous faire élire par-ci par-là, mais nous avions les moyens, en termes d'idées, de nous faire entendre. Et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, vous créez donc ce parti. 1992, c'est le retour en grâce. Vous êtes ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme dans le gouvernement de transition. La Constitution était déjà adoptée, ouverture démocratique, pluralisme. Vous démissionnez la même année. Vous êtes coutumier donc de courtes expériences à la tête des départements ministériels. Je n'ai pas démissionné seul. En ce moment, on réclamait quoi? La conférence nationale souveraine. Nous étions en conseil des ministres pour examiner qu'est-ce qu'il faut faire. Face à moi, ce sont mes anciens camarades. Avec qui, bien sûr, il y a Blaise Compaoré, il y a Rochman Christian Kaboré, il y a Alice Tiendebero, il y a Tiendebero Célestin. Tous, ce sont mes camarades. Et je me suis retrouvé maintenant dans l'autre camp avec les Herman Yamego, avec Yao Marc et Pierre Tapsoba. Ou Kiri. Donc, nous, on a dit, bon, nous sommes pour la conférence nationale souveraine. Le pouvoir n'était pas très, très chaud. Mais finalement, on a dit, bon, trouvons quelqu'un qui va nous proposer une démarche. Et
l'Église catholique, avec d'autres confessions religieuses, ils nous ont proposé un document. Nous, on s'est dit, connaissez ces gens-là, si on parle trop là, ça ne marchera pas. On a dit, nous sommes d'accord. Ils se sont levés pour dire, non, ils ont attaqué les curés là. Les curés là, c'est des faux types. Ils sont avec nous. Donc l'affaire est tombée à l'eau. Je me souviens ce jour-là, je me suis levé. C'était en plein conseil des ministres. Je me suis levé, j'ai dit, bon, mais moi je veux partir. Pierre a attrapé ma chemise, il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis. On a continué à parler. Ça ne marche pas. Je me lève encore une deuxième fois. Pierre me dit, mais toi, tu es petit frère là, pourquoi attends que moi je me lève d'abord. En même temps, il s'est levé, et puis on est parti ensemble, on a quitté, on était dans mon bureau, on s'est assis, on a discuté, et nous avons envoyé nos démissions à la télévision nationale de Burkina avant même la fin du Conseil des ministres. Ça a été diffusé avant la fin du Conseil des ministres. Vous voyez ce que ça peut faire comme feu. Donc, vous démissionnez 1994 plutôt. C'est la fusion avec le PDP, donc Oui. du professeur Kizerbo. Oui, c'est vrai. 2006, vous démissionnez du PDP-PS, dont vous étiez secrétaire général. Dans la foulée, vous créez l'autre Burkina PSR. C'est ça. 2008, vous êtes désigné coordonnateur du mouvement pour la refondation nationale. C'est beaucoup plus récent. 2012, ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Et cela jusqu'à l'insurrection populaire donc de 30-31 octobre 2014. Là aussi, ce qu'on n'a pas compris, c'est que votre parti, auparavant, s'était opposé à la modification de l'article 37, notamment lors des travaux du CCRP, le Conseil consultatif sur les réformes politiques. Oui. Et que s'est-il passé pour que vous vous retrouviez dans ce gouvernement? Avez-vous cédé aux sirènes à cette époque-là? Non, il y a eu une sorte de regroupement autour de ce qu'on appelle les valeurs de la démocratie plurielle, avec tout le parti. Donc, on s'est entendu pour aller au gouvernement. Mais je peux vous le dire, même étant au gouvernement, j'ai toujours dit, je suis contre l'article 37. Le jour même où on devait modifier ça en conseil des ministres, les gens savent ce que j'ai dit. Je dis, je ne suis pas d'accord. Ce jour-là, on dit, mais toi, tu cherches quoi? J'ai dit, non, si on touche à ça, il va y avoir des problèmes. Et ma chance, c'est qu'il y a encore les journaux aujourd'hui où toutes mes déclarations, pendant la période difficile, là, j'étais content. Quand j'arrivais en conseil des ministres, certains me disaient, ah, le Corolla, le doyen, tu es avec nous, et puis quand tu sors, tu dis que tu es contre. Je dis, votre affaire, là, si on touche à ça, là, on va avoir des problèmes. Donc, je n'ai pas varié, en réalité. Mais est-ce que vous n'avez pas manqué peut-être de courage politique? On vous a connu comme démissionnaire quand vous n'êtes pas d'accord. Cette fois, vous ne l'avez pas fait. Oui, en termes de démission, oui, nous étions prêts à démissionner. Nous avions même proposé notre démission. Mais une démission, ça ne se fait pas en une soirée. À moins de quitter comme ça dans la bagarre, alors que vous n'avez pas la force avec vous. Si vous avez la force, ok. Si vous n'avez pas la force, il faut vous calmer un instant. Ça s'accepte, vous échangez. Et puis peut-être que, bon, le fait que vous faites pression peut amener l'autre aussi à dire, bon, d'accord, on va revoir tout ça. Non, nous n'étions pas d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous ne pensez pas que... Est-ce que vous ne regrettez pas, est-ce que vous n'estimez pas qu'à l'époque, il aurait fallu peut-être avoir plus de courage de vos opinions, parce que déjà, vous étiez opposé à la modification de ce verrou-là, à la levée du verrou au niveau du CCRP. Il y a un autre regret, n'avoir pas pu convaincre les autres. Oui, j'ai des relations particulières avec le président. Souvent, on se voit, il dit, il ne faut pas toucher à cette histoire-là. Je me souviens, nous avions eu un débat long, de 11h à 16h à Kossiam. Il dit, cette histoire-là, si on touche à ça, là, il y a un problème. Il m'écoute, il dit oui, oui. Malheureusement, bon, mes arguments n'ont pas pu le convaincre. Et puis on est allé jusqu'à cette situation. Donc c'est ça mon regret. Est-ce que vous avez vu venir, peut-être que vous aussi, vous avez sous-estimé peut-être à l'époque la pression populaire et puis, en tout cas, l'avènement de cette insurrection? Bien au contraire. J'avais dit à certains qui m'ont dit, non, on est serein, ne t'en fais pas, grand frère. J'ai dit, ce qui se passe là, c'est pas évident qu'on va s'en sortir facilement. De toute façon, moi, je n'ai rien à me reprocher. Le reste, je suis solidaire de ce qui s'est passé, donc j'y suis. Voilà. Le fait notable, c'est que vous êtes le seul à avoir fait partie du tout premier gouvernement du président Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille dans l'intervalle, mais au moins dans les extrêmes, vous étiez toujours là. Au début, le premier gouvernement, j'étais là. Le dernier gouvernement, j'étais là. Mais entre les deux, là, ça n'a pas été facile. Ça a même été très, très dur. Mais je reconnais que sur le plan humain, nous sommes aussi des amis, sur le plan humain. Mais politiquement, c'était la guerre. Je me souviens, en un mois, j'ai été affecté plus de 4 fois
dans certaines localités, on dit oui, on s'est trompé, on recommence. Mais surtout quand Souplesse comparée, bien sûr. oui, surtout quand j'ai démissionné du gouvernement, ah non, là, il fallait m'affecter. On dit non, il y a erreur, par-ci, par-là. Une fois, ils m'ont affecté, et puis ils m'ont donné 48 heures pour rejoindre Ouajouia. Mais, entre-temps, quand je sentais venir la chose, parce que quand même, il y a des gens à l'intérieur qui sont encore restés des amis, et j'ai pris mon congé, je suis allé à Niamey. On a dit qu'il faut le licencier. Quelqu'un m'a téléphoné pour dire, on va te licencier. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je fonce à Ouajouia, je prends un service. Et j'ai dit au directeur, là, bon, moi je vais prendre mon congé. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'est pas bien informé. Mais, puisque administrativement, il ne peut pas m'empêcher de prendre mon congé. Mais néanmoins, bon, comme j'avais mon papier, là. Vous étiez couvert. Ah, pour me licencier, hein, à l'époque. Mais je pense que Dieu m'a aidé. Je ne suis pas sûr que le président Blaise Compaoré avait fait de ça son objectif. Sinon, on peut te licencier même sans. Il n'y a rien au village. Aujourd'hui, avec le recul, quels sont les enseignements que vous tirez de cet épisode et aussi de la situation du président Compaoré aujourd'hui qui est exilé en Côte d'Ivoire? Oui, je l'ai toujours dit, personne ne nie qu'il y a eu des problèmes sérieux sous le règne de Blaise Compaoré. Personne ne doit nier aussi le fait qu'il a travaillé, il a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Et quand je vois ce que j'ai fait pour qu'on n'aille pas jusqu'à cette histoire de l'insurrection, bon, je dis simplement qu'il y a eu quelque part de l'entêtement inutile des gens qui ont dit non, c'est pas la peine, on peut y aller. Et malheureusement, je vais vous dire, c'est ceux-là qui disaient il faut aller, il faut y aller. C'est eux qui sont au pouvoir au Burkina Faso aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont su en tout cas, à un certain moment, prendre conscience et attendre. Et quelle conscience? Changer d'avis. Ce n'est pas une histoire de conscience. Quand le feu brûle, chacun peut fuir. Donc voilà, ce n'est pas une véritable conscience. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont quitté le parti, notamment le CDP, à cette époque-là, à un moment où vraiment la machine était déjà en marche pour l'article 37. Oui. On se souvient, ce n'était pas un choix sans risque, disons aussi, parce que l'insurrection n'était pas gagnée. Tout à fait d'accord. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Mais en réalité, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a amené à l'insurrection-là, ils en sont les concepteurs. Ils ont travaillé dessus. Il ne s'agit pas de dire, ah, bon, moi je quitte et puis dire, bon, mais coup de pas. Ce n'est pas ça la politique. Ça, c'est sûr. Mais moi, je n'ai jamais défendu l'article 37 jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis retrouvé dans cette situation où, voilà. On voulait nous inculper parce que nous avons fait une réunion pour dire de modifier l'article 37. Ce sont nous connu que le plan juridique, ça ne marche pas. C'est des opinions. On ne peut pas envoyer quelqu'un devant un tribunal parce qu'il a dit de modifier l'article 37. Et puis ils ont trouvé la formule pour dire oui, il y a eu des morts, donc on est responsable. Il y a une réquisition qui est là, tout. Voilà. En tout cas, vous êtes aujourd'hui inculpé, au même titre donc que tous les membres du dernier gouvernement. Oui, c'est ça. Un procès qui s'était ouvert, mais qui a tourné court, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de deuxième degré de juridiction. Aujourd'hui, je crois que le texte, la loi a été revue. Est-ce que vous redoutez ce procès? Je dois dire que non seulement nous ne sommes pas... On ne le redoute pas. Mieux, je peux vous donner l'information. Nous avons demandé officiellement par écrit, il y a à peu près 2-3 semaines, à Zéphirin de demander au chef de l'État d'ouvrir le procès. Par écrit. Donc tout le monde attend le procès. Nous n'avons rien à nous reprocher. Mais en tant que responsable politique, il y a quand même une certaine responsabilité. Mais nous sommes dans le pénal. Qui a fait quoi? Qui a fait tirer? Il y a eu un grand rapport qui est là. On sait les noms qui sont cités là-bas. Ceux qui ont fait tirer, ceux qui ont donné des ordres pour tirer. Et la fameuse réquisition n'a jamais fait l'objet d'un débat en Conseil des ministres. La réquisition dont on nous accuse là, elle n'a jamais fait. Moi, je n'ai jamais vu ça en Conseil des ministres. Nous sommes chauds pour que le procès le prenne. Complicité d'assassinat, vous risquez quand même gros. Hein? Vous risquez quand même gros. Mais on risque gros. Mais il ne s'agit pas de faire. Il faut faire la preuve qu'il y a cette complicité. Et puis ensuite, pourquoi on juge les complices, mais les vrais coupables, pourquoi on ne les juge pas? Le rapport dit clairement qui a fait quoi. Je ne citerai pas les noms. Ces gens savent très bien qu'ils sont là-dedans. Pourquoi on ne juge pas ceux-là qui sont considérés comme les vrais responsables et on juge les complices? Le docteur Zoubga est serein. Vous dites? Il dit le docteur Zoubga est serein. Ça, quand même, on est serein. On est serein parce que nous pensons que la justice, elle est vraiment juste. Et nous aussi, on a eu le temps. Hein. Je vous assure que
à l'époque, là, nous ne comprenions rien. Hein. Mais je ne savais pas qu'il y avait un décret qui autorisait le Premier ministre à prendre cette décision. Effectivement, il y a un décret sur lequel il s'est appuyé. Mais ce n'est pas le gouvernement. Donc, on est serein. Votre parti, l'autre Burkina, PSR, est membre du CEFOP. Vous avez même été nommé en mai président de la commission de réflexion de l'opposition en vue de l'élaboration d'une stratégie pour la réconciliation nationale. Vous êtes aussi membre du comité national de pilotage du processus qui a été mis en place, ce comité qui a été mis en place il y a quelques jours seulement de cela. D'abord, d'une manière générale, aujourd'hui, après donc ces épisodes douloureux que le pays a traversés, quelle lecture vous faites du processus de réconciliation aujourd'hui? Ça fait longtemps que nous, on disait clairement qu'il faut se réconcilier. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce n'est pas facile. Après tant d'années, après tant de dégâts, les crimes, surtout les crimes de sang, ce n'est pas facile de se réconcilier. Il ne faut pas se faire des illusions. Il ne faut pas croire que les gens vont fermer les yeux sur ce qu'on appelle l'impunité. Là, c'est une réalité. Mais nous sommes aussi convaincus d'une chose, c'est la seule voie aujourd'hui pour qu'on s'en sorte. Nous sommes en train de faire un travail au niveau du comité de pilotage. Nous espérons que nous allons nous en sortir, mais ce n'est pas ça le vrai levier. Le vrai levier, c'est quand, à partir de ce document que nous allons écrire là, qu'à l'occasion des rassemblements, les forums et autres là, que les gens disent, bon, on prend telle décision, on prend telle décision. Ça ne va pas être facile. Mais il y en a qui ne veulent rien comprendre. Il faut d'abord enfermer les gens, on les enferme, ensuite on parle de réconciliation. Non, ce n'est pas facile, mais il ne faut pas se décourager. Mais surtout, il ne faut pas croire que les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Il y en a qui le disent sincèrement, parce qu'ils souffrent. Soit parce que dans la famille, il y a eu des morts, soit parce qu'au niveau des amis, il y a eu des morts. Il faut laisser le temps de dire ce qu'ils pensent. Donc, peut-être que... Là, il y a la question, par exemple, du retour des exilés. Le retour des exilés, à mon avis, en dehors de Blaise Compaoré, parce que c'est un ancien chef d'État, les autres là, pour moi, ils peuvent rentrer. Ils auraient dû rentrer. Ils ne vont pas aimer ce que j'ai dit. Hein. Ils auraient dû rentrer. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est ce qu'on me reproche à moi. le procès là, nous sommes là, est-ce qu'on nous a tués? Non, ils auraient dû rentrer. C'était le cas, par exemple, pour Assimi Kwanda. Oui, il pouvait rentrer, à mon avis, il pouvait rentrer. Il pouvait rentrer. Mais il a fait un autre choix. Mais nous, on est là, on subit, mais c'est normal. Il est décédé malheureusement en Côte d'Ivoire. Oui, ça fait très mal. Paix à son âme, ça fait très mal. Bon, j'avoue que j'ai été trop surpris parce que sur WhatsApp, on échange, mais j'ai jamais su qu'il avait ce genre de problème de santé suffisamment sérieux. Donc, Blaise Compaoré, c'est un chef d'État, il ne peut pas rentrer comme ça. Là, c'est clair. Mais, aujourd'hui, quand vous regardez le processus de réconciliation, il y a un élément qui fait que ce n'est pas évident. Le dossier Thomas Sankara, c'est un vieux dossier, le dossier de notre leader politique, de la Révolution. On avait les moyens de sortir le dossier là depuis des années. Depuis même la transition. Mais vous attendez quelques semaines et vous sortez ça. Mais on va dire, mais ce dossier est sorti là, c'est pour contre moi. C'est humain. Donc vous pensez qu'à cause de ce dossier-là aujourd'hui, l'ancien président n'est pas prêt à revenir, par exemple? Je ne dis pas qu'il n'est pas prêt à revenir. Je dis que ça peut poser problème. Voilà. Parce que si le dossier était là depuis 3 ans, depuis la transition, il a eu le temps de réfléchir et de dire, bon, malgré le dossier là, moi je rentre. On le sort subitement comme ça, je ne sais pas ce qu'il va en penser. Je connais des gens qui disent, ah non, moi je ne rentre pas. Lui, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir ce qu'il va penser. Mais la plupart des acteurs estiment aujourd'hui que la case justice est incontournable. Le ministre d'État, Zéphirin Diabré, l'a dit également dernièrement à sa conférence de presse. Celui qui a un problème avec le juge, la justice, quand il vient, il va voir le juge. Exactement, c'est ce que nous avons fait. Notre parti fait des déclarations, nous disons que non, il faut la justice. On ne peut pas accepter l'impunité. Mais j'ai dit, quand vous allez à la réconciliation, il y a des aspects que vous devez lâcher. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de réconciliation. Ce n'est pas possible. Il faut lâcher la justice, par exemple? Oui, pas la justice. Il y a des aspects. Prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Mais les Madame Simone Barbeau et autres, là, Alassane a pris un papier, l'amnistie. Je vous dis ceci, l'amnistie, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte de justice. Mais c'est le président seul, de par la Constitution, qui peut prendre cette décision.
Ce qui Vous est pensez sûr, qu'il faut amnistier aujourd'hui Blaise Compaoré pour... c'est au pas nom Blaise de la Compaoré. réconciliation? L'amnistie peut être générale. Si c'est Blaise Compaoré seul, ça me paraît quelque chose de pas honnête. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation. Hein. Les idées et autres sont quelque part là-bas. Je pense qu'ils ont des problèmes de choses. C'est ça. Donc, mais c'est le président seul qui peut prendre cette décision. S'il apprend, il affronte la réalité du terrain. S'il n'apprend pas aussi, on ne peut pas l'en vouloir. Il a réfléchi, il a dit je prends ou je ne prends pas. Est-ce qu'il faut explorer une autre forme de justice Oui. à côté de la justice classique? Oui, il y a la justice classique, la justice de transition, il y a aussi les tribunaux ad hoc sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Par exemple, les TPR, là, c'est une forme de justice. Mais on ne mettra pas hier encore, mais les TP, les tribunaux populaires, c'est une forme de justice. Donc tout ça, il faut voir ça de près. Mais j'ai dit que malheureusement, les cœurs sont tellement meurtris que ce n'est pas facile de faire passer certaines idées. C'est normal. Il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne sont pas d'accord. Monsieur Zobga, on va évoquer quelques questions d'actualité. Manifestation des élèves depuis quelques semaines. C'est vrai que ces derniers jours ont connu quand même une accalmie. Mais depuis l'annonce des réformes des examens, on a vu donc cette montée des manifestations, mais aussi de la violence qui allait crescendo jusqu'à ces incidents du lycée Zenda. D'abord, votre lecture de cette situation. J'ai suivi ça comme beaucoup de citoyens. J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre Ouattara au niveau de CEFOP. On lui a dit ce qu'on pensait. Il était même très content. Il nous a dit que vraiment, il est heureux qu'on ait pu lui dire certaines choses. Mais je dois dire que quand il est sorti, il a fait exactement le contraire de ce que nous lui avons dit. Qu'est-ce que nous lui avons proposé? Nous lui avons dit l'essentiel aujourd'hui, ce sont les assises. Parce que l'éducation est dans un trou. Il faut des assises pour permettre de voir clair et faire en sorte que le système éducatif change. Parce qu'il est vraiment à plat. Il ne faut pas créer des petites réformettes comme ça qui vont gêner la tenue de ces assises. Alors, ça peut arriver. C'est la question du bac, la question de la fermeture de notes unique. Mais si le climat devient très tendu, on n'est pas sûr de pouvoir compter sur les syndicats et autres au niveau des assises. Donc, nous avons dit, reverse ça au niveau des assises. Ce n'est pas pressé. Et l'Assemblée nous comprend. Ce n'est pas le cas, et mieux. Et il nous a dit, ah, vous savez, ça je suis un peu gêné. Hein. Il dit, oui, vous savez, bon, c'est pas moi, hein. C'est le programme du président, c'est un programme de campagne. Non, même si c'est le programme de campagne du président, c'est maintenant ton dossier. Oui, mais au-delà de l'engagement du président, c'est aussi pour se conformer à ce qui se fait dans la sous-région. C'est également l'argument qui est avancé. Oui, mais de toute façon, il y a 2-3 ans, on n'en a pas fait, non. Donc, il faut se tenir compte de l'opportunité, des conditions, du moment pour voir est-ce qu'on peut avancer. C'est pour ça que nous avons dit, si on renvoie ça au niveau des assises, peut-être qu'on peut trouver une formule. On n'est pas obligé de faire ça cette année. Ça peut se faire l'année prochaine, dans 2 ans. C'est d'ailleurs pour 202022. Ce n'est pas pour 2021. Oui, mais on a déclenché le débat. Pourquoi on déclenche le débat alors que nous sommes en train d'aller vers un processus de réforme profonde avec tout ce qu'il y a comme assise au niveau de ce là. Ça peut se régler là-bas. Avez-vous été choqué par ce qui est arrivé au Zenda, vous qui êtes un ancien du noble Zenda? Oui, j'ai pas aimé. Mais nous aussi, on suit de près. D'ailleurs, nous avons notre amicale du Grand Zenda. On suit de près. Sur le WhatsApp, on essaie de voir quelle solution on peut proposer. Mais je dois dire aussi, la question que nous nous sommes posée, moi je me suis posé, pourquoi lui? Nous avons discuté avec les responsables des étudiants qui ont dit, ah non, l'intéressé, il est arrogant, il fait ceci, il fait cela. C'est pas... Vous parlez du proviseur. Voilà, ce n'est pas des arguments valables, mais c'est des choses, quoi, c'est des alibis qu'on utilise, quoi. Ça veut dire que la communication, quand vous avez à communiquer avec des jeunes, avec des élèves, des étudiants, là, faites beaucoup attention. Nous savons ce que nous avons fait quand on était élèves. Nous savons ce que nous avons fait quand on était étudiants. Moi, c'est ce que nous avons fait. On envoyait des gens, par exemple, pendant que le professeur écrit, ils mettent du coton dans ses narines, dans ses oreilles. Il y en a qui l'ont fait. Donc, il faut revoir la communication. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit au ministre Ouattara. Attention, il ne faut pas se mettre toujours devant. Il y a un secrétaire général, il y a des responsables de choses. Et s'il parle, toi, tu peux rattraper, parce que c'est toi qui es au-dessus. Mais si toi, déjà, tu parles et puis il y a des problèmes, tu peux pas rattraper. Sauf si le président vient pour t'aider à rattraper. La question de la communication... Ce que vous voulez dire, c'est que cette violence-là n'est pas nouvelle et que ça a toujours existé?
Non. Justement, elle est nouvelle. Cette violence, elle est cachée, elle est nouvelle. Mais le refus de l'étudiant, de l'élève, elle est là depuis des années. Mais on n'a jamais cassé ce point. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Et c'est ce que les élèves disent. Je leur dis, bon, le fait que vous dites que l'intéressé à Rouen et autres, ce n'est pas suffisant pour aller casser dans son bureau. Ouais. Et quand vous regardez ça, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le système scolaire aujourd'hui? Ce qui nous inquiète, c'est que, je l'ai déjà dit, le système scolaire est dans un trou. Donc nous avons encouragé le ministre Ouattara à aller aux assises pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il faut, les assises, c'est l'occasion pour refaire sortir l'ensemble de ces réformes. Si on veut faire 2 ou 3 réformes avant les assises, on risque de gêner la tenue saine des assises. Monsieur Zobga, on va parler de la lutte contre Covid-19. Cette semaine a été marquée non seulement par l'arrivée du vaccin, mais aussi donc par le lancement même de la campagne de vaccination. D'abord, est-ce que c'est quelque chose... comment vous avez accueilli déjà le fait que le Burkina entre également quand même dans le cercle des pays disposant du vaccin pour commencer enfin cette campagne? Il était quand même difficile au Burkina de s'asseoir et de ne pas aller dans ce sens. Ce n'était pas possible. Même si on peut critiquer tel ou tel aspect de l'action, le Burkina ne peut pas ne pas s'engager dans cette voie. Mais je me souviens, j'avais fait une observation là-dessus en disant que la question du vaccin est une question fondamentale. Il faudrait donc, au-delà, ils ont mis en place un comité chargé de recenser un certain nombre d'éléments d'information qui vont reverser au niveau de ce qu'ils ont comme plan d'action. Je leur ai dit, il faut aller au-delà de cette composition-là pour qu'il y ait une sorte de comité scientifique avec des épidémiologistes, des virologues, des gens qui ont une certaine spécialité dans le domaine. Vaccination, ça existe déjà, vaccination, santé publique, et ceux qui sont des planificateurs, il faut le faire. Et puis mettre en avant la question de l'information. Parce que tout ce qui se dit autour des vaccins, là, il y a longtemps que dans les vidéos et autres, là, il faut utiliser ça là pour réinformer les gens, les faire croire qu'il y a des fakes dans certaines informations, à tel point que les gens maintenant, là, il y a beaucoup qui sont braqués. Ils ont peur. Mais la question de l'information, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Pour que les gens se disent, oui, on va... Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens sont sceptiques? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Il y en a beaucoup. Est-ce que le docteur Zobga, s'il a l'occasion, se fera vacciner? Je ne suis pas dans la liste. Mais si je dois être dans cette liste-là, je me ferai vacciner. Je ne vais pas aller comme ça pour dire de vacciner. Mais, vous savez, je ne parle pas en tant que médecin de santé publique. Sinon, j'allais vous dire exactement ce que je pense. Dites-le, vous avez l'occasion. Non, je parle en tant qu'homme politique, au milieu, donc, et je comprends que le ministère ait fait ça, mais le médecin de santé publique pouvait se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de la vaccination dans le contexte actuel. Quelqu'un peut se poser la question. Et là, c'est la palabre au sein des médecins. Vous pensez que c'est une interrogation pertinente? Oui, il y en a qui se disent est-ce que ça vaut la peine? Le niveau de la maladie, est-ce qu'on a besoin de ça? Il y en a qui le disent. Mais moi, je n'en suis pas là. Je dis simplement que le ministère doit mettre l'accent sur la question de l'information afin que les gens comprennent le bien fondé de cette vaccination. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui, M. Zobga, Dr Zobga, parce que quand on voit par exemple le cas des pélérins, ceux qui veulent aller à la Mecque aujourd'hui, oui, il y a le passeport vaccinal, ça c'est autre chose. Et peut-être que ça va aller au-delà. Peut-être que d'ici quelques temps, d'autres pays vont dire, bon, pour venir, pour franchir la frontière. C'est un peu ce que j'ai dit. Si par exemple, moi je dois voyager, je suis obligé d'aller me faire vacciner. Mais la vaccination de masse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est là l'information doit... Parce que si vous avez quelqu'un qui doit voyager, information ou pas, il a besoin, il va se faire vacciner. Mais l'homme comme ça, le citoyen comme ça, là, il nous faut sortir un langage qui va l'amener à dire, ah oui, c'est vrai, je dois me faire vacciner. Mais ce n'est pas encore le cas pour vous? Ce n'est pas encore le cas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas correctes sur la vaccination. Ouais. C'est des a priori inutiles et même nuisibles. Un autre sujet qui fait débat, c'est la pléthore des partis politiques. On a vu encore cette semaine, la question est revenue, notamment donc à travers les points de presse de certains groupes parlementaires qui estiment aujourd'hui qu'effectivement, il faut faire quelque chose parce qu'on a trop de partis politiques. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de partis politiques? J'ai dit non. Par contre, il faut créer les conditions pour que les partis politiques remplissent ces conditions pour pouvoir exister. Mais dire qu'on va faire 10, 20 partis, ce n'est pas juste.
Mais on crée les conditions. Mais Si tu ne remplis pas les conditions quand là... un parti n'a même pas de conseiller Non, municipal. ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais on crée les conditions. Si tu ne remplis pas les conditions là, Tom disait que ton affaire n'ira pas loin. Ça, on peut le faire. Mais aujourd'hui, il y a déjà des conditions à des partis qui n'ont pas de siège, par exemple. Quand vous prenez Ouagadougou, la région du centre, au moment des législatives, quand 80 partis doivent être alignés sur un seul bulletin, ça pose quand même un problème. Oui, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le Burkina seul qui connaît ça. D'ici avec un ami au Niger qui me sortait les mêmes arguments et autres là. Non, ce que je vais faire comprendre, il faut des arguments objectifs. C'est-à-dire, voilà les conditions. Par exemple, quand vous parlez des sièges, il y a des partis qui, non seulement qui n'ont pas de siège, il y en a peut-être même qui n'ont même pas de direction, mais c'est la seule personne qui est là, qui tourne. Mais ça, on peut trouver des solutions. Quelle solution, par exemple, pour faire disparaître, ou bien en tout cas pour que ces partis-là ne viennent pas rallonger inutilement les listes? J'imagine un peu, par exemple, la question du siège. Ça, on peut demander à un parti d'avoir son siège en bonne et due forme. Encore que là, Tenir des assemblées générales ou en tout cas des congrès réguliers. oui, mais là, vous ne pourrez pas les suivre. Chacun, ça déjà, ça existe. On dit, si vous ne tenez pas votre congrès par rapport à vos textes, vous avez des problèmes. Ça existe. Mais par rapport à la vie, si un parti existe, il ne participe pas aux élections. Et comment voulez-vous qu'on dise qu'il participe à l'animation de la vie publique? Ça, c'est pas normal. À l'inverse, si vous voulez que les partis soient des partis honnêtes, il faut revoir les contributions financières, subventions, pour que tout parti qui participe à une élection, s'il a eu 1%, 0,5%, qu'il ait quelque chose en rapport avec son pourcentage. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a au moins 5-6 partis qui distribuent 20 millions, 30 millions, 50 millions. Ce n'est pas juste. Par contre, il est possible aujourd'hui de ramener certains partis à se dire, bon, moi je ne peux pas tenir parce que je ne peux pas remplir les conditions. Comment se porte l'autre Burkina PSC? Nous ne sommes pas à l'Assemblée, nous avons des communes, ça s'arrête là. On n'est pas à l'Assemblée, on espère. Cette fois-ci, j'avoue que nous avons vraiment souffert parce qu'on était persuadé qu'on allait avoir au moins un. Un député? Ah oui, non, il y a un endroit où on était vraiment... je me souviens, il restait deux villages. Il était en tête. C'est où? À Boussé. Et quand on a sorti les deux villages, il s'est retrouvé quatrième. J'avoue que ça, bon, vous voulez qu'on dise quoi? J'ai même l'impression que... Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Est-ce que ce ne sont pas les idées peut-être qui vous manquent ou... Non, Quel est le problème? Vous avez très bien qu'au Burkina, ce n'est pas une question d'idées aujourd'hui. Hein. Les idées sont là, mais elles sont secondaires. Si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes sûr que même votre petit frère ne vous votera pas. C'est connu là. Vous allez partir, ah, Mbiga, on te connaît, mais Pour vous, c'est une affaire d'argent? De moyens. De moyens? De moyens. Tout cas, vous avez soutenu Edi Kombouego aux dernières élections, oui, vous avez soutenu sa candidature. Oui, c'est ça. Et pour les législatives, donc, vous êtes sorti bredouille. Oui. Voilà, aujourd'hui, il y a les municipales qui arrivent, qui se profilent. Oui. Quelles sont les ambitions de votre parti? Bon, nous avons à peu près une vingtaine, une trentaine de communes où nous pouvons y aller. C'est là-bas qu'on va y aller, pas plus. Parce que déjà, même pour les listes, il faut payer. Vous savez que maintenant, les militants, là, s'attendent à ce que les chefs de parti payent tout ça. C'est qui quand même pose problème. Et le président de l'autre Burkina PSC n'a pas les moyens? Non, quels moyens j'ai? Un médecin à la retraite. Un ancien ministre quand même. Ah. Plusieurs fois. Ah, moi, je ne sais pas, mais j'ai quitté le gouvernement, je n'ai jamais eu plus de 800 000 francs CFA. Je n'ai jamais eu plus de 800 000 francs CFA. Je vois aujourd'hui que bon, 2 millions, 3 millions, les choses ont changé. Ce n'est pas la même chose. Et puis attention, vous savez, sur la transition là, combien de ministres ont été balancés, enfermés? On a fouillé chez moi. Ibriga, la SE, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait chez moi? Ils ont fouillé. Des missions en pareil, ils n'ont rien trouvé contre moi. Parce que malheureusement, je ne sais pas voler. Maintenant, peut-être qu'il faut apprendre à voler. Oui. C'est la case prison ensuite. Oui, c'est ça. Le Mali, M. Dr Zoubuga, suspension de la coopération militaire française, suite donc au coup d'État du colonel Assimi Goïta qui a mis fin
en tout cas qui a bloqué la transition en démettant donc le président Mbandao, mais aussi son premier ministre Mokhtar Ouane. Quelle est la réaction que vous avez donc à la lecture de cette situation au Mali? Oui, ce qui se passe au Mali, c'est un fait révélateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, vous parlez de néocolonialisme, d'impérialisme, c'est des histoires. » Ce qui se passe au Mali, c'est ça un fait concret du néocolonialisme. La colère de Macron. Pourquoi tu peux t'énerver par rapport à un autre pays? Ce n'est pas ton pays. Ils sont libres de s'organiser comme bon leur semble. Si tu ne veux pas le supporter, tu pars. Par contre, tu peux donner un avis pour dire ce que vous faites là. On va les dangers dans l'autre là. Quelles conditions la France a donné? Mais les pays africains... Mais la France n'est pas seule. On a la CEDEAO qui demande également... Oui, mais j'allais en venir. transition. Il faut dire que nos pays là... Moi, j'étais ahuri. Je pensais que mon ancien camarade, en fait, c'est encore un camarade, idéologiquement, nous sommes de la même maison idéologique, le président Roch Kaboré n'allait pas... Il allait sortir la main pour dire, mais comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au Tchad, les Français sont partis installer qui ils veulent. Au Mali, ils manœuvrent. C'est eux qui ont détruit en fait l'équipe. Parce qu'en voulant récupérer les deux là, contre la France militaire. Pourquoi ils enlèvent les deux militaires? Il reste 2 mois, il reste 9 mois. Ne créez pas les problèmes inutilement. Vous pensez que c'est la France qui est derrière ça? Je ne pense pas, c'est la réalité. La preuve que Macron a réagi en colère. Et pourquoi? Non, ça là, j'ai dit que les Maliens ont raison de se comporter. Le colonel a raison, le colonel a raison. Assimi Goïta. Je suis contre les régimes militaristes, les régimes militaires. Les coups d'État? Les coups d'État, ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas beaucoup les coups d'État, mais ce qui est sûr, c'est que Goïta, là, Assimi Goïta, il a raison. Le Mali, ce n'est pas la France. Par contre, la France qui soutient peut donner des avis, des conseils, mais donner des directives de cette manière-là. C'est pas mal. Alors qu'au Tchad, ils sont partis là, ils ont dit non, que c'est particulier, que c'est un cas particulier. Quel cas particulier? C'est une pousse aussi. En attendant, c'est l'inquiétude, parce que si aujourd'hui la Barkhane suspend sa coopération avec les FAMA, les forces armées maliennes, alors qu'on sait que cette collaboration est essentielle dans la lutte donc, contre les groupes terroristes qui sont au Mali, mais également, bien sûr, qui écument jusqu'au Burkina Faso, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Non seulement pour le Mali, mais aussi pour nos pays? Contrairement à certains, je ne crois pas un seul instant que les Français vont bouger. Ils ont des intérêts. Ils ne sont pas là pour votre sécurité. Ils ont des intérêts. S'ils quittent, ils perdent ces intérêts-là. Par contre, ils vont utiliser ça pour menacer, afin de faire tomber l'équipe actuelle. Ça, ils peuvent le faire. Mais ils ne bougeront pas. Il y a de l'or là-bas, il y a des bonnes choses là-bas. Donc, ils ne bougeront pas. Donc, je pense que c'est faire des illusions. Ensuite, dans toutes les régions, si jamais effectivement les Français bougeaient, on va souffrir pendant 1 an, 2 ans, mais toute la région là va se ressaisir. Donc on est sur nos propres forces. Parce que les gens des Barkhane là sont là. Mais ils ne travaillent pas pour nous, hein. Ils travaillent pour leurs intérêts. C'est d'abord ça. Mais bon, comme les chefs d'État font attention, vous vous rendez compte? Ils se lèvent, ils convoquent les chefs d'État, ils disent oui, que je leur demande de clarifier leur position. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'était pour tout cela vous a frustré. Oui, tu n'as pas à nous demander de clarifier une position. On n'est pas d'accord, ça s'arrête là. M. Zoubga, ça va être le mot de la fin. Oui. On rappelle, madame, monsieur l'invité, ce soir est donc le docteur Alain Dominique Zoubga, médecin à la retraite et président de l'autre Burkina PSR, Parti pour le socialisme et la refondation. Merci encore. Merci à vous qui nous avez suivis et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.